Très bien. Alors, le troisième intervenant, donc, c'est Philippe Nguyen, au nom de M pour la France. M la France, pardon. Ou Marine Le Pen, si vous préférez. Ça fonctionne, là? Oui, Parfait. vous avez pris le bon des trois. Très bien. Je vais commencer pour une réflexion sur le constat qui a été établi par le rapporteur général du budget et puis l'ancien président de la commission des finances sur la situation des finances publiques françaises, qui est évidemment délicate, qui pose un problème de souveraineté, hein, à l'évidence. Et donc, nous partageons complètement le point de vue exprimé précédemment. Alors, nous allons maintenant entrer dans une situation où nous serons en mesure d'apporter des solutions au-delà du constat. Et ce qui est assez intéressant dans votre problématique, c'est que précisément, c'est l'épargne longue qui est finalement un des éléments principaux de la solution que nous souhaitons apporter. Puisque aujourd'hui, il y a des besoins d'investissement importants, que ce soit en matière d'environnement, en matière de technologie, en matière d'aménagement du territoire, d'infrastructure, en matière aussi de relocalisation industrielle. Tous ces sujets impliquent des mobilisations de montants élevés. Monsieur qui représente monsieur Jadot a établi un élément autour de 30 milliards d'euros par an. Nous souscrivons totalement à ce chiffre en matière d'environnement et de transformation énergétique. Comment faire? Eh bien, certainement pas en mobilisant les finances publiques. Nous sommes aujourd'hui en fait au taquet. Faire passer la dette publique au-delà des 113,5% nous semblerait totalement contre-productif. Comment faire? Eh bien, nous devons passer par une solution qui est préconisée par un certain nombre d'économistes de différents bords, dont un qui est juste en face de moi, qui est de passer au-dessus du taux naturel de croissance de la France, qui est de 1,4%. Donc nous souhaitons faire passer à des zones de croissance plus élevées pour précisément pouvoir stabiliser la dette, réduire le déficit, et je peux vous dire que nous avons prévu dans notre trajectoire de finances publiques de passer en dessous des 3% de déficit budgétaire dès 2026, et avec la perspective à terme, et ce terme c'est un horizon 2030, de passer en dessous de 40% de prélèvements obligatoires en termes de richesse nationale. C'est effectivement une détermination forte. C'est quelque chose que nous allons réaliser à travers l'investissement et à travers la mobilisation de l'épargne privée. Comment? Ça a été annoncé par Marine Le Pen de façon discrète, il y a déjà maintenant 6 mois. C'est la mise en place d'un fonds dit souverain. Alors on l'appelle Fonds souverain français. C'est un fonds qui bénéficiera d'une émission d'une première tranche dès l'automne 2022, si évidemment la candidate est élue. Une tranche de 100 milliards d'euros qui ne pose aucun problème en termes d'émissions. Les spécialistes de l'épargne nous indiquent que cette émission sera sursouscrite, très largement sursouscrite. Un fonds souverain qui, à l'horizon de la fin du quinquennat, portera sur une enveloppe de l'ordre de 500 milliards d'euros, donc à peu près 20% du PIB, donc un impact macroéconomique significatif, mais néanmoins très inférieur à la taille d'autres fonds souverains, et je pense notamment au fonds norvégien. Ce fonds souverain présente les caractéristiques suivantes, et je parlerai ensuite de ses points d'application, mais c'est le sujet qui intéresse la FEDER, probablement aussi quelques membres de cette auguste assemblée. Nous allons mettre en place un retour financier annuel de 2%. Bon, 2%, c'est plus que le livret A, c'est plus que l'assurance vie de l'année dernière, qui était de tête à 1,3%. C'est 2% aujourd'hui dans un environnement d'inflation stabilisée sur des bases Banque Centrale Européenne. Bon. C'est 2% qui pourront être éventuellement ajustés à la hausse si l'inflation structurelle passe très au-dessus des objectifs de la Banque Centrale Européenne. Pour l'instant, nous en restons à 2%. Et ces 2% qui bénéficieront d'une prime
complémentaire en cas de détention des parts du fonds au-delà de 5 ans. On fera bénéficier des éléments de rentabilité du fonds donc aux souscripteurs qui seront restés sur des zones de détention longue. Autre caractéristique importante du fonds, et qui intéressera vos adhérents, c'est le fait que nous mettons en place une garantie de capital. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la garantie de capital, mais il faut savoir que ce fonds, ces parts sociales, seront effectivement garanties. Ça fait un produit d'épargne populaire qui est clair, qui est complémentaire en fait au livret A et au livret de développement durable, qui est complémentaire à l'assurance vie, qui ne rentre pas en concurrence et qui rentre dans des zones qui sont acceptables en termes d'émissions annuelles, puisqu'on parle de 100 milliards d'euros par an par rapport, grosso modo, à plus de 2300 milliards d'euros d'épargne financière aujourd'hui et par rapport à des flux, je dirais, d'épargne complémentaire en période de Covid de tête 170 milliards d'euros. Bon. Voilà pour la partie passive du fonds souverain. Pour la partie active, et c'est un sujet qui nécessite un tout petit peu de doigté d'investisseurs, on mettra en place en fait une gestion professionnelle de la sélection des investissements. Cette sélection professionnelle passera par des comités d'investissement sectoriels. Bon, j'ai évoqué l'environnement, mais il y aura aussi un comité fonds propres des entreprises, il y aura un comité technologie, un comité infrastructure, un comité relocalisation industrielle. Tout ceci conduira en fait à des sélections d'investissement par des comités d'investissement qui seront indépendants et professionnels, qui regrouperont des spécialistes du secteur considéré et qui respecteront une charte générale d'investissement avec toutes les bonnes méthodes visant évidemment à une rentabilité, mais visant aussi à soutien d'un certain nombre d'externalités, positives évidemment, on prendra en compte les externalités négatives aussi, mais globalement qui rentrera sur une zone d'investissement professionnelle avec une recherche, je dirais, de différents critères de bien commun pour simplifier. Au-delà de cette charte générale, vous avez aussi des critères spécifiques correspondant au secteur et qui seront là aussi extrêmement précis, extrêmement clairs, mais qui laisseront une latitude classique à un comité d'investissement impliqué dans ces sélections d'investissement. Voilà pour le sujet fonds souverain. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question en l'espèce. Ce qui est certain, c'est que nous avons déjà identifié des points d'application extrêmement précis dans tous les secteurs que je viens de citer. Bon, ce n'est pas l'objet de cette conférence aujourd'hui. Vous aurez l'occasion d'avoir quelques éléments qui seront présentés dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce fonds souverain aura vocation finalement à investir dans des sujets de bien commun en soulageant en quelque sorte les perspectives de finances publiques de l'État et de l'ensemble de la sphère publique. Nous visons une trajectoire de finances publiques extrêmement précise, très compatible avec ce que vient de dire, ce que vient d'écrire la Cour des comptes. Je terminerai rapidement sur les derniers points. 6 questions, s'il vous plaît. Je répondrai de façon exactement similaire, à ce que indiquait Gilles Carrez et par son côté, le camarade qui est à gauche là, à savoir stabilité. Stabilité fiscale, c'est un élément majeur et nous ne mettrons pas uniquement sur l'épargne, mais sur l'ensemble des dispositifs fiscaux français, après qu'il y ait quelques petites modifications qui seront annoncées. Donc stabilité pour ce qui concerne l'épargne. Pour ce qui concerne les sujets de transformation de capital et de rente viagère, c'est un sujet important, surtout dans une période où on a en fait un allongement des durées de vie et où le cinquième risque, donc la dépendance, est une problématique qui a fait l'objet d'une annonce, mais qui n'a pas encore fait l'objet de mise en place concrète. Donc là, nous sommes ouverts à tout sujet qui permettront de favoriser les transformations de capital en rente foncière. Je dirais même que ça ne concerne pas que l'épargne donc mobilière, ça concerne aussi l'immobilier,
Et il est clair que nous avons en fait un gisement de rente viagère sur les stocks d'actifs immobiliers détenus par les seniors et détenus par les très seniors. Donc voilà un peu globalement sur le rôle des associations, comme mon camarade de gauche, dont je n'ai pas retenu le nom. J'ai le même prénom que le président, vous voulez dire Emmanuel. Emmanuel Michael. On est sur des logiques où on est très attentif à la gouvernance, on est très attentif à la gestion, au respect en fait de tout ce qui font les caractéristiques de bonne performance. Et donc évidemment, nous sommes tout à fait pour que les épargnants puissent donner leur avis. Sous quelle forme, ça sont des sujets de place en fonction de l'épargne collective et de l'épargne individuelle, mais on est ouvert à ces sujets, et donc j'écouterai avec intérêt votre troisième table ronde. Merci beaucoup. Vous venez d'utiliser un terme qui nous interpelle, si j'ose dire. C'est un sujet de place, avez-vous dit. Est-ce que vous ne croyez pas que les épargnants ont un rôle à jouer dans les sujets de place ? Est-ce que vous ne croyez pas que les épargnants doivent faire partie, en général, des discussions qui sont menées par la place, puisque, en fait, comme l'a si bien dit le ministre dans son introduction, l'argent que la place gère, c'est l'argent des épargnants. L'argent qui finance l'économie, c'est l'argent des épargnants. L'argent qui finance le budget de l'État, c'est l'argent des Français. D'accord ? Donc, ce sujet-là, ça m'a permis de rebondir là-dessus. Merci. Mais je comprends que vous êtes d'accord. Pour moi, les épargnants font partie de la place. Moi, j'ai juste une question en ce qui concerne votre fonds souverain, et puis on passera la parole aux autres intervenants. Votre fonds souverain en question, est-ce que ce sont les épargnants, les gens qui vont abonder au fonds souverain lors de ces souscriptions, qui en seront les actionnaires, et est-ce qu'à ce moment-là, ils auront le pouvoir de direction qui est imparti aux propriétaires du fonds, ou est-ce que c'est l'État qui en est le gérant, le dépositaire, enfin, est-ce que c'est une entité de l'État ? Et dans ce cas-là, je ne vois pas en quoi c'est différent d'un financement par emprunt à un taux de 2% pour l'État. Et donc, moi, je vois une augmentation de la dette française de 500 milliards d'euros à terme, à un taux de 2%, avec une prime versée tous les 5 ans, enfin versée en fonction des détentions, d'accord ? Mais voilà, c'est une question. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui n'est pas si innovant que ça, ou est-ce que c'est vraiment une révolution ? Alors, je constate que la FEDER pose vraiment les bonnes questions, toujours au bon moment. Alors oui, je vous confirme que c'est un fonds privé sous charte générale d'intérêt commun. Comme nous souhaitons une totale bonne gouvernance à ce fonds privé, géré de façon professionnelle, il sera mis sous l'égide de la Caisse des dépôts, qui elle-même est sous la supervision du Parlement, conformément à la loi de 1816, qui a transformé ceci en caisse d'amortissement de la dette publique. Donc je confirme ce que vous dites, et je confirme que c'est hors critère de Maastricht. Bien, merci.